À l'âge de 26 ans, j'étais un des plus jeunes directeurs de France. J'ai plus de 15 ans d'expérience en banque et pour autant, ça ne m'empêche pas de me former, d'en apprendre tous les jours. L'éducation financière en France est extrêmement faible. Pour autant, il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est une nécessité aujourd'hui de se former à l'éducation financière pour prendre les meilleures décisions et en même temps assurer sa liberté financière. Notre génération, elle a quand même compris et on le voit avec nos politiques actuelles. On voit bien que la gestion budgétaire et puis le modèle de nos retraites, il ne tient plus aujourd'hui. Le gros défi des banques aujourd'hui, c'est justement de se transformer, de transformer leur modèle en profondeur pour assurer leur rentabilité dans la durée. On le voit depuis plusieurs années avec l'essor des banques en ligne. On a aujourd'hui des services financiers en ligne qui sont rendus, qui sont nettement supérieurs à ce que des banques traditionnelles sont capables de servir à leurs clients. Et en même temps, ça touche leur rentabilité. Hello Loïc. Bonjour. Écoute, bienvenue sur la chaîne. C'est un plaisir de pouvoir faire notre première vidéo ensemble sur cette chaîne. Donc parce que Loïc, ça fait un moment maintenant que tu es coach dans le club privé Investor 3.0. À mes côtés, également celui de Ghislain, etc. Tu accompagnes les membres au quotidien. Et on peut bénéficier aussi de ton expérience, comme on y reviendra encore en tant qu'ex-directeur de banque. Le but, c'est que tu as une vision très intéressante puisque tu as travaillé pendant pas mal d'années dans le secteur traditionnel de l'investissement, de la finance. Nous, on est plutôt un secteur un peu innovant qui commence à se développer avec les réseaux sociaux, les gens qui s'auto-forment. Maintenant, sur Instagram, YouTube, etc., on peut trouver beaucoup de contenu, beaucoup de formations, beaucoup de CGP en ligne, etc. Mais de base, et ce qui domine encore le marché aujourd'hui, ça reste les agences bancaires, ça reste les CGP traditionnels, etc. Et toi, pendant 17 ans, tu as travaillé dans l'univers bancaire. Tu as été directeur de banque et directeur de plusieurs agences bancaires pendant de très nombreuses années. Donc, tu connais parfaitement les rouages de comment fonctionnent les banques, comment fonctionne le conseil dans les banques. Est-ce qu'il est plus ou moins objectif ou de qualité? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien? Comment fonctionne tout ce qui est financement bancaire aussi? Et ça, je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, forcément, de savoir les astuces pour obtenir un financement bancaire et comment vous prenez réellement la décision, vous, derrière, dans le back-office. Donc, on a plein de sujets intéressants, je pense, à discuter ensemble sur cet échange. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous raconter un peu ton parcours et comment tu en es arrivé jusqu'à aujourd'hui où on travaille ensemble désormais? Bien sûr, avec plaisir Thomas. Déjà, je voulais te remercier sincèrement pour cette invitation, parce que c'est un énorme plaisir de parler de finances personnelles, d'éducation financière. Donc, c'est aussi le thème de la journée. Pour te dire rapidement d'où je viens, donc moi, je suis Loïc, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis originaire du sud de la France, de Toulouse. Et effectivement, j'ai passé ma première vie professionnelle dans la banque. Je suis rentré comme bébé banquier à l'âge de 19 ans. C'était en 2007, donc pendant la période de la crise des subprimes. Donc j'ai été forcément informé sur la culture risque et ce que aussi les banques pouvaient amener de plus sombre aussi dans leur manière de faire. Et puis, en fait, j'ai commencé par tous les métiers classiques de la banque, c'est-à-dire que j'ai commencé au guichet dans des grandes banques françaises. Ensuite, j'ai été conseiller en patrimoine, début des années 2010. Et puis, j'ai eu la chance de devenir directeur d'agence. À l'âge de 26 ans, j'étais un des plus jeunes directeurs de France. Donc, voilà, c'était aussi une fierté pour moi. Et en fait, ça a été un coup de cœur professionnel pour ce métier. Au-delà des services financiers, de l'éducation financière et des placements à conseiller à nos clients, c'était plus justement un coup de cœur pour le métier de manager, d'accompagner une équipe à la réussite, d'être un élément clé comme un capitaine dans une équipe de sport à leur service, savoir les écouter, savoir les challenger pour rendre toujours un service meilleur à nos clients. Parce que banquier, c'est aussi, et c'est important de le rappeler, c'est accompagner des projets de vie, des projets long terme, sur 5 ans, 10 ans, 20 ans parfois. Donc voilà, c'est des sujets qui sont hyper enrichissants. Et aujourd'hui, donc, ça fait quelques temps qu'on travaille ensemble et c'est un réel plaisir. J'ai raccroché ma carrière de banquier officiellement. Je suis parti la tête haute par la grande porte. C'était l'heure pour moi d'entreprendre et j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec toi. Et aujourd'hui, on développe ce club investisseur 3.0. Parce que du coup, ce qui est intéressant et ce que j'aime bien avec ta vision, c'est que c'est facile aujourd'hui de cracher sur les banques. C'est le bouc émissaire facile.
pour tout le monde, hein, d'ailleurs, hein, dans le monde du conseil financier, en disant voilà, ils pratiquent trop de frais, ils conseillent mal, etc. Et même pour les particuliers, de dire les banques, ils font que s'en mettre plein les poches, etc. Mais rien n'est tout noir et tout blanc. Et moi, j'aime bien les visions nuancées, qu'il y a aussi du bien dans la banque et il faut le mettre en avant, et il y a aussi du mauvais. Et je sais que toi, tu as cette vision nuancée et tu as l'expérience, tu as été sur le terrain, donc tu sais quel est le bien, tu sais quel est le mauvais. Donc ça va être hyper intéressant de parler de tout ça après. Juste du coup, pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent comprennent bien, aujourd'hui, donc d'une part, on travaille ensemble sur le club Investisseur 3.0, sur l'accompagnement, etc. Et d'autre part, du coup, tu as utilisé toutes les compétences que tu as capitalisées sur tes années en banque pour aussi, du coup, proposer des services sur tout ce qui est management, prise de décision, etc. Ça. Oui, tout à fait. En fait, en complément de l'activité que nous avons ensemble au sein du programme Investisseur 3.0, c'est plus une passion finalement aujourd'hui, c'est de transmettre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai transmis aussi à mes anciens collaborateurs. Et je me dis, si un peu à ton image, par l'éducation financière, de toucher un maximum de personnes, si je peux amener effectivement une entraide pour des personnes qui sont intéressées pour développer certaines compétences humaines, comme la prise de parole en public, comme savoir prendre de meilleures décisions, savoir négocier, c'est un vrai plaisir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai cette double casquette, quoi. Maintenant, si on rentre vraiment dans l'univers bancaire, qui peut sembler opaque pour beaucoup de personnes, on est tous à un moment ou à un autre confrontés à une agence bancaire. On va voir un conseiller, que ce soit pour un crédit IMO, que ce soit pour son compte, etc. Et on voit souvent le conseiller, mais on se demande aussi comment ça se passe un peu derrière. Toi qui as été du coup directeur de banque pendant près de 10 ans, concrètement, c'est quoi le rôle d'un directeur de banque au quotidien? C'est quoi les opérations les plus courantes? Est-ce que du coup, tu es encore dans l'opérationnel uniquement dans le pure management? Qu'est-ce que tu valides? Qu'est-ce que tu ne dois pas valider? Comment vous mettez en place un peu les objectifs, etc. C'est quoi un peu le quotidien? C'est un des métiers les plus durs et en même temps les plus enrichissants. Parce que directeur d'agence, tu es vraiment, justement pour répondre à ta question, tu es dans l'opérationnel. Tu es quand même, bien sûr, dans du management d'équipe. Comme je le disais tout à l'heure, c'est plus à l'image d'un capitaine dans une équipe de sport. Mais c'est aussi le plus dur parce que tu es représentant d'une agence, représentant de tes collaborateurs, notamment vis-à-vis d'une direction commerciale. Et en fait, mon rôle a été, pendant près de 10 ans, de faire ce lien entre nos responsables et nos équipes. Ce qui est magique là-dedans, c'est qu'on arrive, en respectant la politique, bien entendu, de son employeur, de sa banque, sa politique commerciale, ses valeurs, on arrive malgré tout à personnaliser, à mettre sa patte. Moi, c'est vrai que j'ai pu, pendant ces 10 ans, j'ai eu 3 équipes différentes en responsabilité, j'ai justement amené mes valeurs, ma manière de voir les choses, que je retrouve d'ailleurs avec toi aujourd'hui, des valeurs autour de la transparence, de la confiance, et en même temps le goût du challenge. C'est important de vouloir développer son centre de profit parce que, et pour faire la transition, directeur d'agence, c'est aussi et surtout ça, en fait, tu es patron d'un centre de profit. Comme un boulanger est patron de son commerce ou un directeur de magasin est responsable, c'est un centre de profit. Et donc, pour bien que tu visualises, en fait, un directeur d'agence va, selon les tailles d'agence, selon les tailles de secteur, va avoir entre 3 et une bonne dizaine de collaborateurs à gérer. Pour ma part, même j'étais sur des agences à plus de 20 collaborateurs, donc ça commence à faire. Il faut imaginer que ce sont des fonds de commerce qui sont très importants, entre 10 et 15 000 clients. On est sur des zones de chalandise qui sont importantes. Et avec finalement des enjeux importants parce qu'une zone, moi j'étais dans le nord toulousain, une zone qui est très attractive et notamment sur beaucoup de nouveaux arrivants, sur notamment des personnes qui travaillent dans des grands groupes français comme Airbus, qu'on connaît tous, et qui s'installent justement dans des zones sur lesquelles j'ai pu travailler. Et donc, il y a des enjeux importants de financer ces projets-là. Et en même temps, quand on est directeur d'agence, on se rend compte qu'on est au cœur vraiment de la vie de quartier, de la vie d'un village, d'une ville, peu importe la taille, mais parce qu'on fait ce lien entre les commerces, les particuliers, on participe à leur projet de vie, pour autant un professionnel qui veut ouvrir sa première boutique qu'un particulier qui veut acheter son premier appartement ou changer de maison,
ou tout simplement financer un projet quelconque. Donc c'est un métier qui est extrêmement riche et en même temps qui présente beaucoup d'enjeux. Comme tu l'as très bien dit aussi, c'est normal, comme tout business, c'est aussi un centre de profit pour l'entreprise, de devoir générer aussi de la marge, du bénéfice, et qu'il y a des responsables au-dessus de toi qui peuvent donner des objectifs. Concrètement, comment ça se traduit, ça, ces objectifs? Est-ce que, par exemple, chaque trimestre, on disait, voilà, tu dois générer tant de nouveaux clients, tu dois ouvrir tant d'assurance vie, etc. Comme ça, en fait, je pense que ça peut être intéressant de comprendre quelle est un peu la politique, un peu la stratégie commerciale qui vient d'en haut, pour que nous, en tant que clients, ben, on sache quand on vient voir un conseiller, qu'on sache aussi qu'il y a des objectifs commerciaux derrière, que bien sûr, il n'y a pas que le conseil pur et neutre de la personne, ce qui est aussi normal, il faut que tout le monde vive. C'est quoi un peu les objectifs et comment ça se traduit? Tu as tout à fait raison d'aborder ce point parce que le gros défi des banques aujourd'hui, c'est justement de se transformer, de transformer leur modèle en profondeur pour assurer leur rentabilité dans la durée. On le voit depuis plusieurs années avec l'essor des banques en ligne, les néobanques, les fintech. On a aujourd'hui des services financiers en ligne qui sont rendus, qui sont nettement supérieurs à ce que des banques traditionnelles sont capables, en tout cas aujourd'hui, à l'instant T où on se parle, de servir à leurs clients. Et en même temps, ça touche leur rentabilité. Donc c'est un énorme défi, effectivement, pour les banques d'assurer leur marge. Quand on parle de marge, en fait, une banque, aujourd'hui, elle a un métier qui est très historique. Ça n'a pas tellement bougé. Une banque, elle va gagner son argent sous deux angles. Le premier, c'est générer des marges. On appelle ça la marge d'intermédiation. Exemple, quand une banque t'octroie un crédit, il y a un taux d'intérêt. Alors bien sûr, tout le taux d'intérêt ne va pas dans sa poche. La banque doit se refinancer. Elle a elle-même des coûts financiers. Mais effectivement, il y a une marge. Voilà, comme je prenais l'exemple tout à l'heure du boulanger, quand il va faire son pain, une fois qu'il a enlevé toutes les charges d'exploitation, le reste, c'est le bénéfice. Donc, marge d'exploitation, marge d'intermédiation, autant sur les emprunts que sur les dépôts. C'est-à-dire que quand tu vas placer ton argent, exemple, si tu laisses ton argent sur le compte courant, il est peu probable que le banquier t'appelle parce que toi, tu n'es pas rémunéré. Alors aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de banques en ligne qui rémunèrent les dépôts à vue. Ce qui est très nouveau. Ce qui est très nouveau, comme Trade Republic par exemple. Mais les banques, historiquement, n'ont jamais rémunéré les dépôts à vue, donc l'argent que tu laisses sur ton compte courant. Et on peut être surpris parfois en tant que client de se dire « mais le conseiller ne m'appelle pas ». En fait, il faut juste savoir que pour une banque, c'est potentiellement, ce n'est pas une mauvaise chose parce que l'argent est chez nous. Alors certes, c'est fragile parce qu'il peut ressortir à tout moment, mais en même temps, c'est une marge nette pour la banque parce que la banque va pouvoir se rémunérer sur ce type de fonds-là. Juste le fait en fait, d'ouvrir un compte bancaire dans une banque et de laisser 10 000 euros dessus, c'est déjà de la marge pour la banque du coup. Exactement. Donc ça, c'est vraiment la première partie historique. D'ailleurs, c'est le premier métier d'une banque, c'est d'être un intermédiaire. On le sait, les banques sont un intermédiaire de choix très important, encore aujourd'hui, dans l'économie. C'est un acteur économique majeur. Et la deuxième source de revenus pour une banque, ce sont des commissions. L'avantage des commissions, donc c'est ce que tu vas payer par exemple sur ta carte bancaire, tous les frais que tu vas avoir, frais fixes, frais annexes, sur ta carte bancaire, ton compte, dépassement de découvert. Lorsque tu vas faire un placement, notamment en assurance vie, les banques traditionnelles facturent encore des frais d'entrée, ça rentre dans les commissions. Et en fait, c'est une source de revenus qui est hyper importante pour elles, parce que c'est complètement décorrélé des effets de marché. Que tu aies une hausse ou une baisse des taux, les commissions ne bougent pas, voire elles ont tendance à augmenter. On l'entend chaque année, les banques augmentent leurs tarifs de X%. Le travail du directeur d'agence, c'est d'augmenter la partie commission vis-à-vis des marges. Parce que la partie commission, effectivement, t'assure une pérennité, une rentabilité vraiment long terme, et surtout complètement décorrélé du marché et des taux actuels. C'est hyper intéressant et en fait, c'est aussi intéressant de comprendre ce mécanisme. Et comme tu dis qu'une grosse partie de l'argent des banques est aussi générée juste par les dépôts, par les emprunts, etc. Mais que c'est soumis à des conditions de marché, alors que tout ce qui est commission, etc., c'est pas soumis à des conditions de marché parce que pour bien comprendre cet aspect dépôt, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est abstrait. En fait, une banque,
comme moi, comme toi, bah, elle aussi, elle a une banque qui est la Banque Centrale Européenne où elle peut placer son argent. Et donc, elle place son argent et son argent est rémunéré au taux de la Banque Centrale Européenne, qui sont les taux directeurs. Ce taux directeur varie en fonction de l'inflation, l'économie, etc. Par exemple, si le taux il est à 2%, bah, elles sont rémunérées à 2%. Et du coup, bah, vous, quand vous allez placer vos dépôts sur la banque, elle va prendre votre argent et le mettre sur ce compte à 2% ou sur d'autres types d'actifs, etc. Sauf que elle va pas vous les rendre ces 2%. Il y a des acteurs maintenant, par des politiques commerciales, telles Trade Republic, je sais qu'il y en a d'autres, Revolut, etc., qui le font, qui commencent à dire, OK, bah, nous, on vous rend l'argent de la Banque centrale. Et c'est aussi bah, bien sûr des offres commerciales pour attirer des gens. Mais par contre, ces taux, bah, ils varient dans le temps. Ils peuvent varier. Donc, c'est jamais fixe et ils ne peuvent pas prévoir combien ils vont gagner exactement, puisque ça dépend des décisions de la Banque centrale européenne, etc. Alors que sur les commissions, là, ils ont beaucoup plus de prédictibilité. Et c'est pour ça que c'est un marché hyper intéressant. Et concrètement, tu dirais que c'est où que les banques prennent le plus de marge aujourd'hui en tant qu'établissement? Très clairement, c'est sur les commissions. J'en parlais tout à l'heure. Les marges d'intermédiation, finalement, sont assez fines. Quand on parle d'emprunt immobilier, on va parler à moins de 1%, bien en dessous 1%. Hein. Donc, il faut imaginer qu'un client, quand il fait un emprunt, notamment pour sa maison, on imagine que la banque prend tout dans sa poche. C'est loin d'être le cas. Quand on enlève vraiment la marge d'intermédiation, donc ce que va encaisser réellement la banque, finalement, c'est pas grand-chose. C'est pour ça qu'une banque va toujours chercher, et ça se comprend en même temps, à fidéliser un client dans la durée, en le multi-équipant de plusieurs produits. Exemple, tous les produits d'assurance de personnes, les produits d'assurance de biens, et de ta maison, de ta voiture. Et effectivement, ouvrir les comptes également pour ta femme, tes enfants, pour essayer justement de pérenniser. Et en même temps, comme je le disais, ça se comprend parce qu'ils ont aussi un modèle ils ont un héritage très ancien avec un maillage territorial des agences bancaires partout. Et on voit bien ces dernières années que la tendance est plutôt à la fermeture. Et on le comprend en même temps. Ça coûte extrêmement cher, ce maillage physique. Et en même temps, c'est ce qui les oblige à maintenir ce haut niveau de rentabilité. Et pour autant, ils ont potentiellement une force concurrentielle, justement, par cette présence physique qui, à mon sens, elle ne l'exploite pas assez, pas suffisamment. D'avoir cette proximité avec les gens que les néobanques, etc., ne peuvent pas avoir très clairement. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, un client du coup, qui rentre dans une agence bancaire, qu'est-ce qu'il devrait savoir avant d'entrer dans cette agence bancaire? Tu dis que effectivement là où ils prennent le plus de marge, c'est potentiellement sur les commissions et que donc du coup, on va essayer d'équiper le plus possible les clients. Et en fait, au final, on pourrait se dire que si tu dis que c'est pas forcément sur les crédits qui prennent le plus de marge, des fois, le crédit sur l'agence principale, c'est plus un appât, en quelque sorte, pour dire, voilà, on vous finance votre bien, il y a un financement sur 25 ans, et ensuite, autour, on va essayer de vendre pas mal de choses durant toute la vie du client. C'est quoi, en général, les produits où vous prenez le plus de marge, qui sont le plus vendus par les banques? Est-ce qu'il y a des objectifs par rapport à tout ça? Et moi, en tant que client, qu'est-ce que je devrais savoir avant d'entrer dans ma banque? Qu'est-ce qu'on va essayer de me vendre en moyenne? Alors, déjà, avant de se méfier, c'est déjà de s'informer. C'est ce qu'on fait quotidiennement avec Investisseur 3.0, déjà, c'est de s'informer et de se former un minimum. Un client aujourd'hui qui rentre dans une agence bancaire, le seul conseil que je lui donnerais, c'est celui-ci. C'est d'abord de s'informer, de préparer un minimum le rendez-vous qu'il a, d'imaginer, alors de pas forcément justement penser qu'il va voir son conseiller et qu'il va absolument lui vendre quelque chose, même si ça peut arriver, mais qui va voir avant tout un humain qui a envie de bien faire son travail, qui potentiellement a des moyens limités, bien sûr, on en parlait tout à l'heure, à cause du modèle de rentabilité des banques et des offres actuelles qui sont assez vieillissantes. Mais c'est ce que je dirais à un client déjà, de s'informer, de savoir qu'il va avoir une personne en face qui est un humain et qui, dans la grande majeure partie des cas quand même, veut son bien et veut l'accompagner sincèrement dans ses projets, mais que potentiellement, il n'a pas toutes les bonnes clés à sa disposition. Donc ça serait vraiment d'arriver pour avoir vraiment un rapport de communication, de négociation d'égal à égal avec son conseiller bancaire et ne pas subir la relation, ne pas subir l'entretien. Et un conseiller qui est dans une position de force avec son client, potentiellement, il pourrait, je ne dis pas que c'est une généralité, mais il pourrait être
tenté de lui proposer un peu le catalogue avec la liste à la Prévert de toutes les offres disponibles et qu'il pourrait vendre à son client, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça l'idée. Un client, il vient, c'est pour chercher un conseil personnalisé, une relation, une écoute. Il vient chercher de l'humain. Moi, je disais toujours à mes équipes, un client qui se déplace, il faut imaginer qu'il a fait un quart d'heure, 30 minutes, 1 heure de voiture. Il s'est garé, potentiellement, il a payé son parking, potentiellement, il a pris les transports, potentiellement, il a pris sa demi-journée. C'est un moment important pour lui. Et ça, on a trop souvent, quand je dis on, c'est dans mon ancienne vision de banquier, on a trop souvent tendance à l'oublier. La personne en face, elle ne nous doit rien. Et aujourd'hui, elle a une offre qui est tellement pléthorique que c'est encore une chance qu'elle se soit déplacée. Donc, voilà, un niveau de préparation du rendez-vous, autant pour le client que pour le conseiller, me semble quand même judicieux. Et il y a une nuance très importante que tu as apportée, c'est que je pense qu'il ne faut pas forcément blâmer les conseillers bancaires. Nous, tous les jours, on voit des personnes qui ont ouvert il y a 10 ans à leur banque une assurance vie bourrée de frais et qu'au final n'a rien rapporté, ou des mauvais placements, etc. Et donc, on peut vite être tenté de faire le raccourci, blâmer le conseiller qui conseille des choses juste nulles, etc. Mais en fait, comme tu dis, le conseiller bancaire, il peut essayer de faire de son mieux. C'est pas lui qui est biaisé, c'est plutôt le système en lui-même qui est biaisé. C'est derrière toute la hiérarchie, tout ce qu'il a à disposition. Et en fait, vous pouvez mettre Messi sur un terrain de foot. Si vous lui attachez les 2 pieds avec un boulet, il n'ira pas très loin. Donc, c'est ça le problème. C'est l'offre qu'il peut vous proposer et toute la structure de frais qu'il y a derrière pour pouvoir rentabiliser la structure énorme de la banque. Parce qu'aujourd'hui, les offres des banques, les placements qu'on peut recommander dans les banques, t'en penses quoi? Pourquoi tu penses qu'elles peuvent être plus ou moins efficientes? Qu'est-ce qui fait que ça freine autant et qu'on arrive sur les assurances vie pas rentables, etc. Alors d'abord, bien entendu que les banques ont des offres à faire valoir, bien entendu que les banques ont des intérêts et des avantages à mettre en avant. Je te parlais tout à l'heure du maillage territorial, du maillage physique. C'est un réseau de proximité. Ensuite, est-ce que en tant que client, je peux trouver chaussure à mon pied dans une banque traditionnelle? Oui. Est-ce que ces offres correspondent aux besoins de toute la population française? Non. Aujourd'hui, on le voit, près de 80%, c'est une stat importante, près de 80% des Français utilisent au moins un service d'une fintech ou d'une néobanque. Ça montre bien qu'il y a, à un moment donné, un trou dans la raquette, il y a un service rendu des banques traditionnelles qui n'est pas optimal. Et pour en revenir à ta question, donc oui et non, même si j'ai horreur de faire cette réponse, mais c'est vraiment le cas pour les banques traditionnelles. Oui, par exemple, pour des profils de clients qui ne comptent pas forcément leur argent, qui ne sont pas à l'euro près, et ou qui ont vraiment une nécessité ou une volonté de n'absolument pas s'occuper de leurs finances, quitte à ne pas du tout optimiser leur épargne. Ils trouveront des produits sur mesure qui sont marketés, qui sont pensés. Très historiquement, ça existe dans les banques traditionnelles. Pour eux, ce sont des produits très clés en main. Clés en main, ça veut dire qu'ils coûtent cher également, avec des rendements qui sont très moyens. Et en même temps, c'est ce que semble vouloir venir chercher ce type de clientèle-là. Donc oui. Après, si tu me poses la question, est-ce que c'est optimal pour toutes les banques? Non. Aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans la vie active et qui, notamment, c'est un sujet du moment, qui veut préparer correctement sa retraite, moi, je l'inviterai surtout à se former, à s'informer, à investir déjà sur la plus grande valeur dont il dispose, c'est lui-même. Et il comprendra que les banques traditionnelles sont assez vite limitées. Notamment aujourd'hui, on parle beaucoup d'ETF, de private equity. Les banques ont du mal à prendre ce virage-là aujourd'hui. Très clairement, c'est pas présent dans leurs offres. Exemple, tu prends un plan d'épargne en action ou même une assurance vie, une enveloppe très démocratisée. Quasiment aucun ETF n'est éligible à ces enveloppes-là. Alors que finalement, tu prends ces mêmes enveloppes sur des néobanques ou même des banques digitales traditionnelles de type Fortuneo, Boursobank, par exemple, ou Trade Republic, la jeune dernière, tu as accès à tout, en fait, à tous les instruments financiers sur ces enveloppes-là, alors que les enveloppes fiscales sont les mêmes. Parce que sur les ETF, ils ne gagnent pas aussi de marge derrière. En fait,
Voilà, et pour aller plus loin dans ma réponse, c'est que les banques aujourd'hui continuent tête baissée de promouvoir de la gestion active. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des employés, il y a un vrai savoir-faire. Attention, je ne critique pas. Loin de là, moi j'ai eu la chance de visiter des salles de marché dans les banques pour lesquelles j'ai travaillé. Ce sont des personnes qui sont extrêmement experts, qui amènent une vraie plus-value. Pour autant, ils justifient également les frais de gestion. Et effectivement, on connaît, tu en as souvent parlé Thomas, de nombreuses études qui montrent que la gestion active est rarement meilleure qu'une gestion passive, à la rigueur dans des périodes de crash. Et d'où l'importance de se faire accompagner, encore une fois. Mais oui, la gestion active va coûter en moyenne 10 à 20 fois plus cher qu'une gestion passive. Donc la gestion active coûte très cher et en même temps, c'est ce que les banques doivent mettre en avant pour maintenir, sauver, ce qu'on évoquait tout à l'heure, leur modèle de rentabilité. Donc il y a des produits effectivement qui sont adaptés. Je parlerai notamment de gestion sous mandat. C'est vraiment le produit phare que les banquiers traditionnels mettent en avant auprès de leurs clients. Solution clé en main, j'en parlais tout à l'heure. Vous n'avez rien à gérer. Rien à gérer égale ça coûte cher. Et tu n'auras pas forcément un rendement meilleur que si tu places toi-même sur des ETF très basiques, du style S&P 500, CAC 40 ou MSCI World. Et également, les banques sont très fans de produits structurés. Encore une fois, ça répond à une demande, mais ça ne répond pas forcément à l'ensemble des demandes et des besoins de leurs clients, quoi. C'est là que je trouve que sur le marché global du conseil financier, il y a en fait un biais et un conflit d'intérêts. C'est que, comme tu le dis, la gestion active, vs gestion passive, si on reprend ce point-là, donc gestion passive, c'est de se dire, ok, je sais que historiquement, le MSCI World, qui rassemble les 1500 plus grosses entreprises mondiales, fait plus 8% par an de performance annuelle moyenne. C'est les stats depuis plusieurs décennies. À côté, j'ai des études type l'étude Spiva, qui a été très bien documentée, qui montre que 90% des gérants actifs, donc du coup des professionnels qui vont sélectionner les actions, etc., n'arrivent pas à faire mieux que leur indice de référence. Donc pas à faire mieux que la performance de cet ETF. Donc d'entrée, on sait que la plupart n'arrivent pas à faire mieux. Et en plus de ça, ces personnes-là, elles sont obligées de justifier l'humain qu'il y a derrière. Comme tu dis, il y a des humains derrière qui cherchent les meilleurs titres, qui doivent faire des rééquilibrages, qui doivent faire des allocations, etc. Il faut bien les payer. Donc du coup, il y a une structure de frais derrière qui est de 1%, 2%, 3% annuel. Et en fait, on se dit c'est rien, 1, 2, 3%, mais c'est juste énorme parce que sur le long terme, c'est 2% par an. Et 2% par an, sur le long terme, ça représente des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de frais. Et je ne parle même pas du coût d'opportunité de si on n'a pas eu les frais avec l'effet boule de neige, ce qu'on aurait pu avoir. Maintenant, en fait, le système financier, il y a énormément d'intermédiaires maintenant. Il y a beaucoup de gens à nourrir en quelque sorte. Et donc, naturellement, un conseiller en gestion de patrimoine, naturellement, une banque ou autre, elle va être tentée de plutôt recommander des produits de gestion active parce que ça permet de prendre des frais et de prendre des frais sur toute la chaîne d'intermédiation qu'il y a derrière. Alors que sur une chaîne de gestion passive, type ETF, etc., il y a quelques humains quand même derrière pour gérer ça, mais il y en a beaucoup moins. Et donc, du coup, beaucoup moins d'intermédiaires à manger des frais. Sur les meilleurs ETF, on a 0,3, 0,4% de frais. C'est pas avec ça, concrètement, qu'on va devenir riche. Et c'est là la grande différence. Et les néobanques, les courtiers, etc., ils arrivent à proposer cette offre d'ETF parce qu'eux, ils se rémunèrent sur d'autres façons. Ils se rémunèrent sur le volume. Il y a un gros volume de transactions. Ils prennent des petits frais de transaction à chaque fois. Ils se rémunèrent en tant que aussi via les fournisseurs d'ETF, etc. C'est des modèles totalement différents. Ce qui fait que, forcément, les conseillers en face de nous, que ce soit conseil financier, gestion de patrimoine, banque, sont incités à plutôt recommander la gestion active. Et en tant que gérant actif, quand je commence l'année, que d'entrée je suis à moins 2% avec les frais, et qu'en plus je dois aller battre le marché en commençant à moins 2, c'est très compliqué. Et c'est là qu'on voit au final des placements qui vont forcément sous-performer les indices de base, alors qu'ils sont coûteux en frais, etc., etc. Mais comme tu dis, il faut de tout, il faut que ça convienne à tout le monde. Il y en a qui veulent totalement déléguer aussi, même s'ils pourraient très bien automatiser par eux-mêmes. Pour qu'on comprenne un peu, c'est quoi les différents frais qu'on peut avoir sur une enveloppe d'investissement, sur les placements. On a parlé des frais de gestion, est-ce qu'il y a d'autres types de frais ? Alors, il y a des frais, pour les plus jeunes en tout cas, qui n'en auront jamais entendu parler, parce que ça n'existe plus dans les banques en ligne, dans les néobanques depuis une bonne décennie. C'est ce qu'on appelle notamment les frais d'entrée sur les contrats d'assurance vie. Mais il faut savoir que ça existe.
Ça existe chez les banquiers traditionnels, même si ils ont su, il faut le reconnaître, se mettre à la page, être moins gourmands sur les frais d'entrée, parce qu'ils ont bien vu cette concurrence. Moi, je la voyais arriver à l'époque, cette concurrence des banques en ligne qui était raillée par certains membres de direction. Sauf que nous, conseillers, quand moi j'étais conseiller même en patrimoine à l'époque, ou même directeur d'agence, j'étais régulièrement en entretien client, on voyait cette menace arriver concrètement. Et de simples arguments de relationnel mis en face derrière ne suffisaient pas à combler. Quand tu places 100 000 euros, que tu prends 3 ou 4% de frais d'entrée, ça fait 3 ou 4 000 euros avant de les amortir déjà. Et puis, tu places ton argent, il faut déjà payer de l'argent. Tu perds déjà de l'argent auprès de la banque. Donc, voilà, ça, on le voyait arriver. Donc ça a été le grand défi pour les banques traditionnelles, mais ça existe encore énormément. On parle notamment beaucoup, depuis une vingtaine d'années, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui se vantent effectivement d'être en modèle en architecture ouverte. Donc c'est vrai, ils travaillent avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'assureurs, donc ils ont plusieurs offres. C'est un peu comme si un concessionnaire vendait du Peugeot, du Volvo et du Volkswagen dans la même enseigne. Donc ça, c'est très bien. Mais pour autant, leur modèle de rémunération aux conseillers en gestion de patrimoine indépendant, il apporte ce que tu évoquais tout à l'heure, il apporte un biais dans la relation commerciale parce qu'il touche une rémunération à un moment donné. Et la rémunération, si elle était équivalente en fonction des solutions vendues, il n'y aurait pas de souci à la rigueur. Il faut que chacun mange, ça, c'est pas un souci. Mais ce n'est pas le cas. Donc, si moi, demain, j'étais conseiller en gestion de patrimoine indépendant, malgré toutes mes valeurs et mes envies de bien te conseiller, est-ce que vraiment j'irais sur la solution la plus adaptée ? Si j'ai une autre solution qui est quand même positive pour toi et que moi, je gagne 2 fois plus de commissions, voilà, je laisse les personnes se faire leur propre idée. Donc, voilà, tu parlais de modèle de frais. À quels frais on doit faire attention quand on entre dans une banque. Effectivement, sur ces placements, il y a les frais de gestion qui sont quand même sur la gestion active, comme tu en parlais tout à l'heure, encore plus sur les produits structurés qui sont très élevés. Encore une fois, si ça correspond à son besoin, aucun souci. Vous aurez en face des services et une rémunération qui sera au niveau attendu. Si ce n'est pas le cas, effectivement, ça va coûter très cher. Et je parlais des frais d'entrée sur des contrats assurance-vie. Et pour en revenir à mon sujet de conseiller en gestion de patrimoine indépendant, ces cabinets, il faut juste savoir qu'encore aujourd'hui, en 2025, ce qui paraît impensable, Thomas, ils prennent parfois entre 3 et 4% de frais d'entrée. C'est énorme. C'est juste énorme. Et ça ne devrait plus exister en 2025. Je pense qu'il y a une autre manière de se rémunérer. Alors, on parlait des banques en ligne tout à l'heure et des néobanques. C'est pas encore, on voit bien que le secteur bancaire est en pleine mutation parce que ce n'est pas encore la solution à tout. C'est très bien pour les clients. C'est un modèle qui a du mal à se pérenniser parce que leur modèle de rentabilité, justement, est très fragile. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Orange Bank, par exemple, il y a quelques années, ils avaient lancé leur banque, ils avaient un maillage territorial, notamment avec des agences physiques. Et ben, en fait, ils ont arrêté parce qu'ils ont vu que le défi de la rentabilité sur le secteur de la banque était très compliqué. C'est hyper intéressant, notamment ce point sur aussi les gestionnaires de patrimoine. Il y a un aspect, je pense qu'il faut bien comprendre, et j'en discutais d'ailleurs récemment avec une connaissance qui est gestionnaire de fortune et qui gère que des patrimoines à plusieurs millions d'euros. Lui, il peut se permettre à ses clients, effectivement, d'aller les faire investir sur des portefeuilles full ETF. Parce qu'un gestionnaire de patrimoine, a priori, la grande majorité, 90%, tout le monde, on ne met pas tout le monde dans le même panier, ne pourra pas le faire. Pourquoi ? Parce que lui, il a un encours sous gestion qui va être de plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, s'il prend 1% de frais, ce qui est faible, ou même en dessous, 0,6% de frais, c'est 1% sur 100 millions d'encours, sur des gros encours. Donc, ça fait quand même une belle source de rémunération. Alors que de l'autre côté, si on prend un gestionnaire de patrimoine traditionnel, qui va avoir des clients plutôt aisés, qui vont venir, mais pas non plus les multimillionnaires, des personnes qui gagnent 3, 4, 5, 6, 7 000 euros par mois, qui sont la clientèle basique des gestionnaires de patrimoine indépendants que tu citais tout à l'heure. Que ces personnes, elles arrivent devant. Si elles conseillent un portefeuille d'ETF et qu'elles prennent 0,6% de frais sur un placement à 20 000 euros, 0,6% de frais sur un placement à 20 000 euros, il va falloir qu'ils en vendent un paquet avant de juste, ne serait-ce que se sortir un petit salaire avec les charges qu'il y a, notamment en France, etc.
Alors que de l'autre côté, elles ont des produits d'investissement sur lesquels elles peuvent prendre des rétrocommissions beaucoup plus importantes. Par exemple, elles peuvent avoir 3 SCPI à vous conseiller, qui sont des fonds immobiliers, 2 où elles prennent 2% de frais d'entrée, une où elles prennent 8%. Si vous placez 50 000 euros dessus, 8% x 50 000, là directement, là c'est significatif. Donc là, il y a ça par exemple. Un autre point qui a été beaucoup mis en avant sur les dernières années, c'est les investissements défiscalisants dits Pinel. C'est fou. Sur les Pinel, quand on regarde les stats avec un peu de recul, 80-90% de gens qui ont investi dans des investissements immobiliers défiscalisants type Pinel, c'était des opérations pas rentables. Pourtant, c'était les opérations les plus conseillées quand on regardait sur le marché à cette époque par les conseillers gestionnaires patrimoine indépendants. Pourquoi ? Parce qu'un CGP, il prend en moyenne 10% de commission sur un investissement Pinel. Donc, vous achetez un bien immobilier à 200 000 euros, il prend 20 000 balles de commission. Là, c'est significatif. Là, c'est plus les 0,6% sur son petit portefeuille ETF, etc. Ça n'a plus rien à voir directement. Sauf qu'un investissement Pinel, ça vous permet de payer moins d'impôts, mais dans 80% des cas, c'était au prix d'acheter un bien 20% plus cher que le prix du marché, d'avoir un loyer plafonné et donc une opération pas rentable. Et donc, l'économie d'impôt se faisait totalement gommer. Mais, comme tu l'as dit, tout le monde cherche au final son pain sur l'intérêt personnel. Et donc, je suis forcément incité à recommander ces choses-là pour juste faire fonctionner mon système, fonctionner ma boîte, etc. Et donc, ce que je pense aussi, c'est que malheureusement, le système financier est fait d'une façon très biaisée à cause de tous ces conflits d'intérêts, qui fait que en deçà d'une certaine somme à placer, la plupart des conseillers en gestion de patrimoine seront obligés de vous recommander à un moment ou à un autre les placements où ils prennent aussi le plus de frais. Au-delà, quand on va dans la gestion de fortune ou autre, on peut commencer à trouver un peu du meilleur, même s'il y a aussi du très mauvais, parce que sur des montants colossaux, même en prenant très peu de frais, on peut bien en vivre. Et c'est là aussi une grosse différence. Et entre les deux, tu as des personnes qui arrivent avec ce nouveau modèle qui représente moins de 10% du marché en ne facturant pas de frais ou autre, mais en prenant des zones horaires. Et tu le sais très bien, à la vente, très compliqué de dire à une personne OK, il n'y a pas de frais, je ne prendrai pas de frais sur vos placements, mais ça fera 5 000 euros pour la consultation. La personne elle dit le conseil de gestion de patrimoine à côté, c'est gratuit. Parce que c'est gratuit techniquement. Mais en fait, il prend les frais, les rétrocommissions, etc. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui encore, en fait, en 2025-2026, un conseiller bancaire, gestion d'un patrimoine ou autre, peut-il encore être réellement objectif et bien conseiller la personne en face de soi ? En fait, Thomas, tu mets le doigt là sur quelque chose de très important, mais qui, si on prend un peu de recul, un peu de hauteur, qui est très significatif de notre société. On est dans la culture de l'instant, de l'instantané. Et en fait, les banques, mais comme beaucoup de commerces, encore une fois, si on élargit notre spectre, elles sont dans l'instantané, même si elles disent qu'elles font l'inverse. On parle souvent en marketing de modèle relationnel versus modèle transactionnel. Donc le modèle transactionnel, c'est une approche produit uniquement. Je suis juste là pour vendre un produit et après mon client, je l'oublie. Les banques ou les conseillers en gestion de patrimoine indépendant prônent justement un modèle relationnel. Je t'accompagne avant, pendant et surtout après. Mais en fait, dans la réalité, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tout l'inverse, quoi. Ils ne sont pas alignés, finalement, en tout cas de mon point de vue, avec ces valeurs-là de modèle relationnel. Parce que justement, tu parlais de Pinel tout à l'heure. Alors du Pinel, j'ai connu effectivement des investissements qui étaient rentables, mais comme tu l'as souligné, c'était une minorité. Voilà, parce rien que... n'est toujours à tout blanc, bien sûr. Exactement. Donc ça montre bien qu'on est dans une stratégie et les politiques commerciales des grandes banques traditionnelles, toutes, je ne veux pas en cibler plus une qu'une autre, dans l'opérationnel, dans la vie de tous les jours, dans leurs actes, elles sont dans un modèle transactionnel. Et donc on voit bien qu'il y a une nécessité très profonde. Pareil, aujourd'hui, on parlait des modèles CGP, donc indépendants, et on en reparlera certainement, mais de ton modèle, investisseur 3.0. Si ces modèles existent, c'est qu'à un moment donné, il y a un manquement par rapport à ce qu'attend le marché. C'est comme il y a 20 ans, quand les courtiers en immobilier sont arrivés. C'était un mouvement qui arrivait des États-Unis, qui est plus de culture anglo-saxonne. C'est arrivé en France. Et les courtiers, aujourd'hui, ils ont une force de frappe, ils ont pignon sur rue, c'est eux qui décident. Donc voilà, on est en pleine mutation également maintenant sur l'investissement. Les Français, et heureusement, se rendent compte qu'il y a un modèle alternatif aux banques traditionnelles et ou au modèle de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Tant mieux, ça fait bouger les choses. Pour te répondre sur les conseillers, Thomas, est-ce qu'un conseiller peut encore être objectif ? Moi, je voudrais faire un clin d'œil à mes anciennes équipes, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, ce sont des hommes et des femmes souvent merveilleux, franchement, qui veulent faire du mieux possible leur travail.
La seule chose, c'est qu'ils reçoivent une formation qui est dictée par leur employeur, ce qui est normal. Et on parlait de gestion active tout à l'heure, qui leur demande de promouvoir beaucoup plus la gestion active. Et s'ils n'ont pas une culture financière personnelle un peu hors du commun, finalement, ils vont effectivement respecter ce que demande la banque en matière de politique commerciale et vendre des solutions forcément à plus grosse marge. Donc déjà, il y a ce premier point. Deuxième point, le niveau de formation, moi je l'ai vu ces 20 dernières années, il a considérablement diminué. C'est dommage parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils ont un avantage concurrentiel par leur présence physique, historique. Ils ont noué des relations de confiance avec des familles entières, depuis plus d'un siècle pour certaines. Et aujourd'hui, justement, ils restent campés sur ce modèle transactionnel de faire le crédit, la vente, le placement. Mais en fait, ce n'est pas ça. Il faut vraiment avoir cette vision long terme de qu'attendent mes clients aujourd'hui de moi. Et donc, je me dois justement de remettre, on parle souvent de centricité client dans les banques. Les centricité client, alors c'est un mot à la mode qui sonne bien, mais il faut vraiment avoir des actes en face. Donc là, je vais parler de ce que je connais, du directeur d'agence au conseiller jusqu'au guichetier. Il faut penser client, se dire que c'est lui qui nous fait vivre et effectivement, ne plus jamais avoir ce biais commercial de faire passer nos intérêts parce que la banque me demande de vendre plus ça que ci. Mais on est dans une société de court terme. Voilà, et moi, j'ai toujours vu mon métier comme ça. Si je fais le maximum pour conseiller mon client, je vendrai des solutions, je vendrai mes produits, ce n'est pas un problème. Je reprends mon exemple du boulanger. Si le boulanger, il fait le maximum pour bien servir ses clients, il les appelle par leur prénom, il est attentionné, et en plus, il a du bon pain, il vendra du pain quoi qu'il arrive. Faire du business, c'est tout sauf une insulte, c'est un métier qui est très noble, mais il faut bien le faire. Donc, si j'avais, de mon échelle, un message à faire passer, notamment à cette fonction de conseiller bancaire, c'est une très belle fonction. Mais s'il vous plaît, continuez à vous former encore plus qu'avant, parce qu'on voit bien en plus aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, de plus en plus de particuliers se servent tout seuls et ne viendront plus les voir s'ils n'amènent pas ce supplément d'âme, cet émotionnel finalement, cette vibration humaine qu'on a quand on se parle en physique et cette confiance qu'on est capable de développer, nous les humains entre nous. Donc voilà pour te répondre Thomas sur la partie biais commercial. Bon. Non mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'il faut encore une fois le préciser qu'il y a des très très bons conseillers et que la plupart c'est des personnes qui essaient de faire bien les choses, etc. Et que c'est plutôt le système qu'on remet en cause que les conseillers. T'en connais beaucoup de par ton métier, j'en connais aussi. Même dans le club Master 3.0, on a des conseillers qui sont très bien, etc., qui s'auto-forment et qui sont juste top. J'ai quelques noms en tête là tout de suite, mais c'est plutôt le système derrière. Et c'est vrai qu'il y a cette recherche de court terme, et tu vois, pour des institutions comme les banques, c'est très vrai, parce que une banque, c'est énorme, il y a énormément d'actionnaires, il y a les marchés financiers derrière, et ce qui compte beaucoup pour la banque, c'est combien de résultats elle va faire à la fin de l'année. Là. C'est pas le long terme, etc. Bien sûr, elle voit long terme, mais c'est quel va être le résultat à la fin de l'année. Parce que si ils commencent à dire aux actionnaires, oui, cette année, on pense que de par un changement de politique, le bénéfice va reculer de 3%, là, dans ce cas-là, les marchés financiers s'affolent, l'action va baisser, ça va pas être une baisse de 3%, etc. Il y a plein d'enjeux derrière. Donc, forcément, c'est très dur dans cette société aujourd'hui de voir long terme. Et on a plus souvent un intérêt, et moi, je le vois sur un point de vue business, à se dire, oui, là, sur le court terme, je veux gagner plus d'argent. Et donc, on peut faire des choses qui, sur le court terme, nous feront gagner plus d'argent, mais sur le long terme, nous desserviront. Ou on peut choisir de faire des choses qui, sur le court terme, nous feront gagner moins d'argent, mais sur le long terme, nous en ferons gagner beaucoup plus en rendant les clients satisfaits. Et en fait, c'est le choix cornélien au début et c'est toujours ça. Après, je me fais pas de soucis pour les banques et on en avait déjà discuté, je sais aussi, parce qu'on dit depuis tout à l'heure qu'elles ont besoin de se réinventer, etc., ce qui est vrai, mais quand même, il faut le dire, elles sont pas bêtes, les banques, elles ont des grosses structures derrière, des grands décideurs tout en haut, et toutes les banques en ligne qu'on voit, les Bourso-Bank, Fortuneo, Monabank, etc., ça appartient à des banques au final. Bourso-Bank, Société Générale, Fortuneo, Crédit Mutuel Arkea, etc. etc. Donc, elles sont déjà positionnées indirectement sur ces secteurs et elles sont tellement des mastodontes que je ne vois pas d'autre façon pour elles
d'aller plutôt se développer que par la croissance plutôt interne, en rachetant des entreprises, en rachetant les fintech, etc., pour les prendre dans leur modèle et repartir avec, parce que ça prendrait trop de temps de changer leur modèle. En tout cas, un point hyper intéressant, on pourrait discuter longuement dessus. Il y a un autre sujet dans lequel je voulais rentrer maintenant. C'est un sujet, je sais, qui intéresse aussi énormément de personnes. Parce que beaucoup de personnes sont aussi amenées à faire face à leur banquier à un moment ou à un autre dans le cadre d'un emprunt bancaire, notamment d'un emprunt immobilier. Que ce soit pour acheter leur résidence principale pour beaucoup de gens, ou que ce soit pour un investissement immobilier. Et sur cette chaîne, on parle beaucoup d'investissement. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers également. Donc, toi qui, pendant très longtemps, a travaillé en banque, connais parfaitement les rouages de qu'est-ce qui fait qu'un dossier passe sur le financement ou ne passe pas, et tu as dû en voir probablement des centaines. Comment déjà vous évaluez une demande de crédit et c'est quoi les critères à avoir en tête pour savoir si mon crédit peut passer ou pas? Alors là, tu touches un sujet stratégique pour une banque. C'est le métier historique d'un banquier, c'est de prêter de l'argent. C'est comme ça qu'on fait de la création monétaire, c'est comme ça qu'on accompagne un maximum de projets et qu'on existe aux yeux de nos clients. Déjà, la première chose que je pourrais te dire, Thomas, c'est que un crédit, d'abord, c'est du risque. Demain, si tu me prêtes 10 €, même si tu m'apprécies, la première question que tu vas te poser, c'est est-ce que Loric, il est capable de me rendre les 10 €? Et c'est normal, c'est humain. Une banque, bien entendu, on est sur des échelles. On est sur des échelles bien plus importantes. On est sur des dizaines, voire souvent des centaines de milliers d'euros quand on parle d'emprunt immobilier. Donc, une banque, le premier prisme qu'elle a, c'est une culture du risque. Ce que je disais à mes conseillers, mais en même temps, c'est ce que j'invite vraiment tous les clients, toutes les personnes, tous les Français qui veulent réaliser leur projet. Souvent, on parle c'est le projet d'une vie, très souvent. C'est justement d'être conscient qu'on ne va pas juste voir son banquier pour demander un crédit. On va voir son banquier et lui, derrière, il va avoir une analyse également avec son directeur d'agence, avec la direction des engagements potentiellement, sur les plus gros dossiers, les dossiers les plus risqués. Il faut qu'il pense quel risque je vais faire courir à la banque en tant qu'emprunteur, quel risque mon projet va amener sur la table, et enfin, est-ce que j'ai une solvabilité qui me permet de rembourser le crédit. Donc, bien entendu, alors on va parler de scoring, quand on parle de financement, d'analyse de dossier, toutes les banques ont plus ou moins la même méthode. Donc, on a des scorings avec des couleurs ou des notes ou des chiffres, peu importe la méthode. Si on prend quelque chose de très simple, tu peux avoir une échelle de 0 à 5. 0 étant très risqué, 5 étant très safe, par exemple. Et en fait, une banque va commencer par regarder qui est mon emprunteur. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Quel âge il a? Quel est son travail? Est-ce qu'il est en CDI? Est-ce qu'il est en CDD? Est-ce qu'il est à son compte? S'il est à son compte, depuis combien de temps il travaille? Est-ce qu'il arrive à se dégager un salaire? Est-ce qu'il y a des enfants? Quelle est la composition du foyer? Quelle est la situation maritale? Enfin, quel est le comportement bancaire? Très important. Parfois, on peut être surpris en tant que banquier d'avoir des personnes qui veulent financer un super beau projet, hein, ce n'est pas la question, mais qui n'ont aucune gestion financière, aucune gestion de leur budget. Et en fait, le rôle du banquier, c'est aussi de dire oui et parfois de dire non quand c'est dans l'intérêt du client pour ne pas le surendetter, pour ne pas le mettre en défaut. Et tout ce travail de cotation, donc si je reprends mon exemple sur une échelle de 0 à 5, on va le faire donc pour l'emprunteur, comme je le disais tout à l'heure, on va le faire pour le projet. Qu'est-ce que mon client achète? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la banque qui achète. Le client va me rembourser sur 15, 20, 25 ans. Mais aujourd'hui, à l'instant T, c'est moi, directeur d'agence, c'est moi, banque, qui achète. Donc, je regarde ce que j'achète. Un appartement, un local, une maison, une construction, un appartement à livrer sur plan, par exemple. À quel prix j'achète? Dans quel quartier? Dans quelle zone? Dans quelle ville? Est-ce que j'achète au bon prix au mètre carré? Est-ce qu'il y a des travaux? De plus en plus, c'est très en phase, et tant mieux, avec les besoins environnementaux. Quelle est la performance énergétique de mon bien? Est-ce qu'il est classé en A, B ou C? Ce qui est une note plutôt très correcte. Ou est-ce qu'au contraire, je tends plutôt vers le E, le F? Aujourd'hui, on sait que les logements, notamment classés avec des notes catastrophiques, qu'on appelle des passoires thermiques, ne peuvent plus être loués, et tant mieux. Et
Un banquier, il va regarder ça, forcément, parce que la performance énergétique donne une indication sur la valeur du bien. Et en même temps, ça lui permet aussi d'amener un conseil à son client, de dire attention, est-ce que vous avez vu, est-ce que vous avez prévu, anticipé qu'il y aurait peut-être des travaux sur votre bien? Le banquier, il est là pour avoir toujours ce coup d'avance quand il regarde le projet. Et enfin, on parle de solvabilité très souvent. Quel est le taux d'endettement? À quel niveau j'endette mon client si je lui dis oui pour son emprunt? Et est-ce qu'il a suffisamment de reste à vivre? Est-ce que mon client apporte notamment des frais de notaire? Est-ce que mon client a un niveau d'apport suffisant pour payer les frais secondaires? Frais de notaire, frais de garantie, les travaux par exemple, etc., etc. Dans la solvabilité, il va y avoir aussi la capacité de mon client à rembourser potentiellement les emprunts déjà détenus, comme un emprunt voiture, une location de voiture, une location de véhicule. Et tout ça fait que quand on le met dans la moulinette, après on a un scoring. Alors tout ça est automatique, on est assisté heureusement par des ordinateurs. L'œil humain intervient après, même si par expérience on voit quand même assez rapidement si un dossier est plutôt vert que rouge. Et puis après, on a un résultat. Et là, c'est au banquier, c'est au conseiller, avec son client, d'argumenter le dossier. Avant de passer à la strate supérieure, notamment au directeur d'agence. Donc moi, c'est ce que je faisais avant. J'avais une délégation où je recevais des dossiers tous les jours d'emprunt. Notamment, j'étais sur une zone très attractive, dans le nord de Toulouse, proche d'Airbus, comme je te le disais. Donc voilà, beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de cadres supérieurs, beaucoup de beaux dossiers. Mais malgré tout, avec une analyse nécessaire sur chacun des dossiers. Et après, le rôle du directeur d'agence, c'est justement d'avoir cette hauteur de vue, cette vision d'ensemble, de récolter ce que le conseiller me donne, ce qu'il a réussi à avoir aussi comme explication, comme vision d'ensemble avec son client. Et ensuite, il faut statuer. Et donc, ce que je donnerais comme conseil numéro 1 à un Français qui veut acheter, à un client qui veut acheter un bien immobilier, tout d'abord, on en a parlé au tout début, c'est de préparer son dossier. C'est déjà de commencer à s'informer ce que son banquier va lui demander, comment se passe un dossier immobilier. C'est ce qu'on fait notamment chez Investisseurs 3.0. Nous accompagnons des projets immobiliers, nous accompagnons parfois la structuration de dossiers. On apprend à nos membres à structurer leur dossier. C'est vraiment le premier conseil que je donnerais, vraiment de structurer, de préparer son dossier pour arriver justement dans un moment de négociation avec son conseiller qui soit vraiment équilibré. Et en fait, l'objectif final, c'est quand même d'obtenir un oui pour son dossier. Il faut quand même imaginer que une grande partie des dossiers qui sont refusés sont soit refusés trop tôt par méconnaissance des informations du conseiller, soit, et c'est pire, ça arrive malheureusement, je l'ai déjà observé, par incompétence du conseiller également. C'est pas un souci, encore une fois, ça arrive partout. C'est pas spécifique au domaine bancaire. Voilà, des employés incompétents, il y en a partout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que client, en tant qu'emprunteur, moi j'ai besoin de ce dossier. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est ne pas s'arrêter à un seul non. Continue. Ça ne veut pas dire que son projet, il n'est pas bon. Ça ne veut pas dire que son projet est pourri. Ça ne veut pas dire que son projet est mauvais. Ça ne veut pas dire que j'ai pris une mauvaise décision quand je me suis lancé dans ce projet et donc dans le financement de ce bien immobilier. Ça veut peut-être juste dire que je ne suis pas tombé sur la bonne personne. Donc je peux aussi demander un deuxième entretien, même au sein du même établissement bancaire. Je peux demander à parler au directeur d'agence directement pour exposer mon dossier, pour exposer mon projet. Je peux aussi aller voir d'autres acteurs. Moi, je conseillerais quand même d'aller voir 2-3 acteurs différents parmi les banques traditionnelles pour vraiment avoir une vision d'ensemble. C'est sûr qu'en fait, il faut le dire qu'une fois qu'on a en tête tout ce que tu viens de dire, une banque, elle va avoir d'abord l'ordinateur qui va calculer une cotation, ça peut aller de 1 à 5 comme tu l'as dit par exemple, et elle va prendre tous ces éléments en tête. Tu les as tous cités, les personnes là au moins, elles ont les éléments en tête, votre situation, la nature du projet, la qualité du projet, le comportement bancaire, etc. Je sais ce que la banque va regarder, je prépare
pour essayer d'optimiser ma notation en amont. Ça semble logique, mais il y a beaucoup de personnes, et je suis sûr que tu en as vu beaucoup aussi, qui arrivent juste devant le banquier, qui disent voilà, je souhaite un crédit pour cet achat. Point. Et après, ils donnent des informations au fur et à mesure qu'on leur demande, etc. Alors, si vous arrivez avec un dossier ultra préparé, où vous avez votre comportement bancaire aussi sur les 6 mois précédents, vous avez bien fait attention, vous avez toujours un bon reste à vivre, vous épargnez automatiquement chaque mois, pas de casino, pas de paris sportifs, etc. Tout ce qui peut desservir sur l'algorithme, que vous savez un peu ce qu'attend la banque en termes de dossier, etc., que votre dossier il est carré, bien préparé, et que vous avez votre argumentaire, et que vous n'arrivez pas aussi sur une posture allez, file-moi mon crédit, etc., mais sur une posture, comme tu l'as dit, je comprends que la banque derrière, elle veut gérer un risque et qu'il faut que je lui montre qu'elle prend aucun risque en prêtant de l'argent et que c'est du win-win, je vais lui faire gagner de l'argent, elle va me faire gagner de l'argent, etc. et que je vais avoir ma poche sécurité. Là, ça change toute la perspective déjà, concrètement, juste de se placer comme ça. Et mon point sur ça, c'est toi qui as été aussi en agence, est-ce que à quel point le conseiller a aussi un pouvoir d'influence de décision, et toi, après, derrière, le directeur aussi, a aussi un pouvoir d'influence de décision sur est-ce que le crédit va être accordé ou pas, et à quel point, si tu devais essayer de dire en pourcentage, mais c'est dur, c'est l'ordinateur et la cotation, et à quel point c'est aussi le conseiller et le directeur, etc. Ouais. Pour te dire, et ton exemple est très parlant de tout à l'heure, effectivement, un client qui va demander un emprunt doit être capable d'amener et de connaître quelle épargne régulière il fait, par exemple. Je te prends un exemple très concret. Si aujourd'hui, par exemple, tu es locataire de ta résidence principale et que ton loyer est de 800 €, demain, si tu demandes un emprunt pour acheter une maison et que tu vas avoir un emprunt de 1 200 €, la banque, elle va réfléchir, ça va être très basique. Il y a 400 € de delta par rapport à ses anciennes charges de locataire et ses nouvelles potentiellement sur l'emprunt immobilier. Est-ce que Thomas est capable de payer ces 400 € de différentiel? Si tu les épargnes, très bien. Et ça, en tant que client, en tant que demandeur d'emprunt, il faut effectivement le mettre dans ton dossier. Et juste une astuce, Thomas, si tu me le permets, c'est facile à retenir un mémo technique. La prochaine fois que vous montez un dossier d'emprunt immobilier, vous penserez à EPS. EPS, on faisait du sport, nous, à l'école, tu te rappelles? Donc, toujours, je crois, aujourd'hui. Toujours aujourd'hui, bien sûr. Donc, pourquoi EPS? J'en ai parlé tout à l'heure. E de emprunteur, P de projet, S de solvabilité. Et vraiment, en tant que client, je vous promets que si vous faites ce travail de structuration, de préparation de votre entretien, qui je suis en tant qu'emprunteur, vous mettez tout à l'intérieur. Quel est mon projet? Vous mettez tout à l'intérieur. Certainement des points que vous avez déjà évoqués en plus. Le prix au mètre carré, qu'est-ce que j'achète? Est-ce qu'il y a des travaux? La performance énergétique? Est-ce que je suis dans le prix du marché? Est-ce que je suis au-dessus? Si je suis au-dessus, ce n'est pas un souci. Il faut que je puisse le justifier. Est-ce que mon bien a été rénové? Est-ce qu'il est, c'est un bien atypique? Est-ce que je suis dans le top quartier vraiment qui coûte cher? Et donc, voilà. Et S de solvabilité. Faites des calculs rapides, des produits en croix, mais par rapport à vos salaires et au crédit que vous visez. Aujourd'hui, voilà, vous avez des applications notamment pour vous aider. On pense notamment au courtier numéro 1, meilleurtaux.com, qui a des applications qui sont franchement hyper bien faites et qui vous permettent de simuler en 3 minutes votre emprunt immobilier, de savoir les grilles de taux. Vous pouvez même savoir si ce que votre banquier va vous proposer est dans le marché ou alors complètement décorrélé. En fait, Thomas, il faut vraiment prendre conscience que toutes les étapes vont potentiellement jouer pour toi et défendre ton dossier. Donc, tu me demandais le conseiller. Oui, j'ai même envie de te dire le chargé de clientèle, le guichier, à qui tu vas potentiellement laisser ton numéro pour être rappelé si tu t'es déplacé en agence. L'importance, l'énergie que tu vas y mettre, forcément, va prioriser ton dossier. Ensuite, ça va arriver chez le conseiller. Donc, ton premier entretien téléphonique, potentiellement ton premier entretien physique. Encore une fois, toute la préparation qu'on évoquait, toute l'énergie que tu vas y mettre, forcément vont à chaque fois te faire gagner des pourcentages de réussite dans l'obtention de ton crédit. Et puis ensuite, bien entendu, il y a le directeur d'agence. Si tu arrives, et je t'invite en tant que client, la prochaine fois, à demander à ton conseiller, à demander le directeur. Les directeurs, ils adorent rencontrer les clients. Parce que souvent, ils ont des métiers qui sont assez éloignés finalement de la relation client. Et c'est souvent une frustration. Donc, demande à ton conseiller à rencontrer le directeur. Tu lui offres une boîte de chocolat ou juste pour le saluer, peu importe. Mais tu te fais connaître. Je peux te garantir que l'humain joue un rôle clé et va augmenter sensiblement la réussite de ton emprunt, va augmenter sensiblement
l'acceptation de ton dossier. Alors, bien entendu, derrière, après, il y a des chiffres. Les chiffres, ça reste des chiffres. Si tu es surendetté, c'est pas pour autant qu'on va te faire ton emprunt, mais on te l'expliquera beaucoup mieux. Mais en fait, l'enjeu de notre discussion, c'est de faire passer des dossiers qui potentiellement ne seraient pas passés et de les faire passer en acceptation. Ou c'est de faire passer des dossiers dans de meilleures conditions. Donc voilà, à chaque niveau, il faut vraiment être conscient que tu gagnes des pourcentages de réussite sur l'obtention de ton prêt. Donc ça vous permet de mieux préparer. Voilà, c'est les tips que je voulais partager pour les personnes qui t'écoutent, Thomas. C'est top. Le but, c'est toujours partager le maximum de valeur hyper actionnable directement. Autre point, si on enchaîne toujours sur les crédits, il y a beaucoup de personnes qui se fixent la barrière des 35% de taux d'endettement. Parce qu'on sait que, du coup, a priori, quand j'atteins un taux d'endettement de 35%, je suis censé ne plus pouvoir emprunter. La banque est censée me dire non. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées pour ça, en se disant, voilà, j'ai fait une opération immobilière, je suis à 34 ou même à 36% de taux d'endettement, on m'a laissé dépasser un peu, j'ai repéré une deuxième opération que j'aimerais faire, mais je pense que je vais être bloqué, etc. À quel point c'est un point bloquant, à quel point on peut outrepasser ce taux de 35%, et si on peut l'outrepasser, comment ? Alors, HCSF, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Haut Conseil de stabilité financière. C'est une organe française qui est là justement pour protéger l'économie, pour protéger le marché, notamment contre une bulle spéculative immobilière comme on a vécu en 2008 aux États-Unis. Donc ces normes, elles ne sont pas là pour rien. On peut être d'accord tous les deux que se dire qu'au-dessus de 35% d'endettement, ça commence à être élevé, ça commence à être difficile d'honorer ces charges d'emprunt, parce que derrière, faut vivre à côté. Il faut assurer ses loisirs, les charges potentiellement pour ses enfants, l'épargne qu'on met en place aussi pour plus tard. L'idée n'est pas de mettre tous ses œufs, toutes ses capacités dans son achat immobilier. Donc les 35% ont quand même du sens. Il faut savoir qu'il y a quelques années en arrière, avant que le Haut Conseil de stabilité financière mette son nez dedans, on finançait quasiment tous les projets. J'ai vécu cette période-là où la question n'était pas... Tu parlais de la posture tout à l'heure des clients. C'est aussi peut-être de là qu'est venue cette posture parfois non préparée, parce qu'en fait, la question d'avoir son financement, elle ne se posait pas. Tout le monde savait que les banques prêtaient. La seule question, c'était à quel taux tu as eu. Et donc finalement, on est un peu sorti du côté très rationnel. C'est pas une chose assurée d'avoir son emprunt. Et donc le Haut Conseil de la stabilité financière, donc le HCSF, a remis un peu d'ordre dans tout ça, a redit aux banques, attention, 35%, c'est la norme. En dessous, aucun problème. Vous faites votre cuisine interne. Au-dessus, je vous amène une norme. Vous ne pouvez pas dépasser plus de 20% de vos dossiers d'emprunt immobilier qui dépassent 35%. Donc déjà, ça a mis un gros frein aux capacités des banques à dire oui. Il faut être dans le top 20% maintenant. Il faut être dans le top 20%. Et des profils qu'on rencontre régulièrement chez Investisseurs 3.0 et des choses qu'on fait également, c'est pour ceux qui visent de l'emprunt immobilier, souvent, quand on est multi-investisseur, on dépasse assez rapidement ce taux de 35%. Donc, je parle en nom propre. Donc, on doit être capable de vraiment présenter un dossier qui est hyper solide, de se professionnaliser en tant que client, sinon c'est le non assuré, parce que les banques ne financent plus ce genre de projet. Il faut imaginer que si on fait un focus juste sur les projets locatifs, seulement 4% des dossiers sont financés, dès lors qu'on dépasse 35%. Voilà. Donc, il faut vraiment se dire, plus de 35% déjà, je dois avoir une préparation de mon dossier, une structuration qui est béton, pour vraiment avoir un oui et en plus des conditions qui soient favorables pour moi, client. Et alors en plus, si je suis sur un projet locatif, il faut imaginer que seulement 4% des dossiers sont financés. C'est une moyenne. Donc je dois être parmi les top 4 sur 100 dossiers. Ça reste quand même extrêmement challengeant. D'où la nécessité de se faire accompagner, de ne pas remettre un dossier. Parce qu'une fois que le banquier m'a dit non, même si je retravaille mon dossier, le banquier il a un a priori derrière. Très clair sur ça, et ça remet un peu de contexte aussi sur ce qu'on peut voir, qui était beaucoup vendu aussi avant la période de Covid, du type
voilà, vous gagnez 2500 € par mois, vous êtes salarié, vous faites une première opération immobilière avec votre cash flow, du coup, vous allez pouvoir en faire une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, parce que vous pouvez toujours outrepasser les 35%. Ce qui était plus faisable dans la période avant Covid, de par les règles HSF qui étaient un peu plus souples, ce qui est beaucoup plus difficile maintenant. Et la vérité, c'est que moi, même sur cette chaîne, je rencontre énormément de personnes qui ont des gros patrimoines immobiliers, qui ont fait des dizaines d'opérations immobilières, qui ont même plus de 100 biens immobiliers des fois. Et la grande majorité d'entre eux, s'ils ont réussi à chaque fois à avoir l'emprunt à la banque, c'est parce qu'à chaque fois qu'ils allaient à la banque pour l'emprunt suivant, entre-temps, ils avaient gagné plus d'argent, de leurs revenus tout simplement, de leur entreprise, de leur business, etc. Et donc du coup, voilà, je voudrais faire une deuxième opération immobilière. Entre-temps, j'ai gagné tout cet argent avec mon entreprise, avec mon salaire, etc. Et en même temps, j'ai revendu un bien à côté qui m'a fait une grosse somme en cash. Et du coup, il pouvait enchaîner à la suite. Et c'est rarement le mythe qu'on vend de voilà, j'achète un premier bien, il me dégage du cash. Avec ce premier bien, je vais faire du levier pour acheter un deuxième bien, pour un troisième bien. C'est un peu plus compliqué que ça et c'est bien aussi de mettre un peu de réalisme dans tout ça. On a déjà donné beaucoup de valeur. Pour terminer cet échange, après plus de 10 ans, plus de 15 ans même d'expérience en banque et aussi en tant qu'ingénieur patrimonial conseiller, pour une personne qui souhaite se lancer dans l'investissement ou une personne qui commence à structurer ton patrimoine, ça serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner aujourd'hui? Alors déjà, Thomas, je partirais du postulat qu'on fait ensemble. L'éducation financière en France est extrêmement faible et c'est encore une fois très dommageable. Pour autant, il y a une prise de conscience qui est en train de se former, qui est en train d'arriver et c'est tant mieux. Donc le premier conseil que je donnerais, vraiment, je l'ai répété, mais je le répète à tout mon entourage, à mes proches, et donc je le dis aujourd'hui haut et fort, c'est de se former, de s'informer. Tu l'as très bien rappelé, moi j'ai plus de 15 ans d'expérience en banque et pour autant, ça ne m'empêche pas de me former, d'en apprendre tous les jours. Notamment depuis qu'on travaille ensemble sur le projet Investisseur 3.0, je continue d'approfondir mes connaissances. Donc ça, c'est une nécessité aujourd'hui de se former à l'éducation financière pour prendre les meilleures décisions et en même temps assurer sa liberté financière. Notre génération, elle a quand même compris, et on le voit avec nos politiques actuelles, sans faire de politique, mais on voit bien que la gestion budgétaire et puis le modèle de nos retraites par répartition, il ne tient plus aujourd'hui. On voit bien que c'est plus possible. Dans quelques années, on aura un retraité pour un cotisant, donc ça ne marche plus du tout. On a un rapport de 1 à 4 en quelques décennies. Donc notre génération, elle a compris qu'il fallait se prendre en main. Maintenant, la question que je pourrais poser, c'est est-ce que vous voulez le faire? Est-ce que vous voulez vraiment passer à l'action? Parce que ça ne tombe pas du ciel. Tu le disais tout à l'heure sur les investissements immobiliers. C'est facile de regarder sur les réseaux, c'est facile de regarder des vidéos inspirantes. Mais si on le veut vraiment au fond de soi, à un moment donné, il faut passer à l'action. En fait, la question qu'il faut vraiment vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie pour votre futur? Si vous avez envie que les choses changent, il faut passer à l'action. Il faut être capable, à un moment donné, de sortir de sa zone de confort, d'aller explorer des zones inconnues et de se former, de se faire accompagner. Les anglo-saxons, les américains, voilà, ont depuis très longtemps cette culture du coaching, de l'accompagnement, n'ont pas peur justement d'aller chercher des acteurs reconnus, des acteurs qui font référence aujourd'hui sur le marché, vont chercher les meilleurs pour justement se faire entourer, pour mieux se former, mieux se faire accompagner, parce que c'est leur vie qui en dépend, c'est leur projet de vie. Une vie, on n'en a qu'une. Hein. Donc derrière, c'est vraiment qu'est-ce que je suis capable de mettre en œuvre pour faire en sorte que mes rêves ne soient plus que des rêves, mais soient plutôt une question de temps. La question, c'est pas est-ce que c'est possible, la liberté financière? Est-ce que c'est possible de se construire un meilleur avenir, notamment par un avenir, par des moyens financiers? C'est quand est-ce que c'est possible? Et c'est toute cette question qu'on travaille chez Investisseur 3.0, c'est de rendre possible le plus rapidement possible en structurant intelligemment par des stratégies très établies, des stratégies très puissantes, très anciennes en même temps, très bon sens, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, s'informer, savoir ce qu'on fait, ne pas s'en remettre juste, on parlait tout à l'heure des banques traditionnelles, ne pas remettre ses placements, son avenir uniquement dans les mains d'un conseiller ou d'une personne en plus qu'on ne connaît pas, qui souvent change tous les 18 mois ou tous les 2 ans. C'est vraiment de se prendre en main.
Écoute, un grand merci à toi pour toute la valeur que tu as apportée. Si les gens veulent te suivre, c'est plutôt sur Instagram, c'est ça? Ouais, sur Insta, Thomas, tout à fait. Merci pour le relais. Effectivement, en fait, moi, je partage ma passion pour justement les compétences à l'heure de l'intelligence artificielle. Il va falloir travailler et composer avec. Et c'est plus que jamais le moment, une grande nécessité de continuer à acquérir des compétences humaines. Je partage tous mes tips sur la prise de parole en public, savoir prendre de meilleures décisions, incarner un vrai leadership et savoir négocier efficacement. On en parlait tout à l'heure auprès de son conseiller bancaire. Donc, tous ceux que ça intéresse, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Bah écoute, top. Je mettrai le lien en description du Insta pour ceux qui veulent aller voir. Moi, je démocratise l'éducation financière et Loïc démocratise aussi des compétences humaines, comme tu l'as dit, ultra essentielles dans un monde de plus en plus digitalisé et supervisé par l'intelligence artificielle aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai aussi en description pour ceux qui le souhaitent prendre un rendez-vous avec l'un d'entre nous pour potentiellement rejoindre le club Investor 3.0. C'est gratuit, on ne mord pas. Donc n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir pour échanger sur vos projets. En tout cas, merci Thomas pour l'invitation. Moi, je voulais, à titre perso, sincèrement te remercier pour ce que tu fais. Sincèrement te remercier aussi pour l'opportunité entrepreneuriale que tu m'as offerte. Et puis te remercier au nom de tous les membres d'Investisseurs 3.0 que je connais très bien. Parce que, en fait, c'est plus qu'une aventure entrepreneuriale, c'est des valeurs que tu transmets qui, moi, me parlent, résonnent très fort en moi. Et en fait, c'est plus qu'une aventure entrepreneuriale, comme je le disais. Tu permets, avec Investisseur 3.0, à beaucoup de personnes, justement, de passer à l'action, de pouvoir enfin rêver et de faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Donc, sincèrement, je te remercie. Bah écoute, ça fait très chaud au cœur. Mais merci beaucoup, parce que c'est aussi pour ça qu'on le fait au quotidien. Et je suis toujours autant ravi de pouvoir travailler avec toi, une équipe superbe et des membres super. Donc merci beaucoup. Un grand merci à toi pour cet échange et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est le meilleur moyen aussi de nous soutenir. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Bye.